Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une passion ancienne, celle de voler. L'homme a sans doute rêvé dès qu'il a pu observer les oiseaux évoluer gracieusement dans les airs. Un songe devenu réalité grâce aux inventeurs de génie et aux pionniers courageux qui ont appris à se déplacer dans les airs. Vous voulez en savoir plus sur l'homme dans les cieux? Venez avec moi. Dès le début de l'écriture vers 3300 avant Jésus-Christ, des textes montrent que voler est un signe de puissance réservé aux dieux et aux héros. Tout au long de l'Antiquité, les mythes confortent cette idée. Dans l'Égypte antique, la déesse Isis est parfois représentée comme une femme aux bras ailés. Tel un faucon, elle vole majestueusement auprès de la momie d'Osiris, son frère et époux, tué par le cruel Seth, frère d'Osiris. Le battement de ses ailes est censé produire une brise qui insuffle la vie à la dépouille du malheureux. L'histoire la plus connue est celle d'Icare. Minos, roi de Crète, a enfermé ce jeune grec et son père Dédale dans un labyrinthe, le célèbre labyrinthe du Minotaure. Pour s'enfuir, les deux hommes choisissent la voie des airs. Dédale a l'idée de fabriquer des ailes avec des plumes attachées ensemble grâce à de la cire. L'ingénieur met son fils en garde, ne vole pas trop près du soleil. Grisé par la liberté, Icare oublie cette sage recommandation. La chaleur, comme vous en doutez, fait fondre la cire, et le jeune homme finit dans la mer Égée. Pendant parfois des siècles, des inconscients se fabriquent des ailes avec du bois et des plumes, puis s'élancent du haut des tours en battant des bras pour imiter les oiseaux. Inutile de préciser que les résultats sont catastrophiques. Ils ignorent tous encore, mais ils sont trop lourds et leurs muscles pas assez puissants pour leur permettre d'agiter les ailes comme un oiseau. De plus, leur cœur ne bat pas assez vite pour supporter un tel effort. 80 fois par minute, alors que celui d'un oiseau atteint les 800 fois dans le même temps. Cela, Léonard de Vinci l'a compris très vite. Au XVe siècle, il dessine les plans d'un omnitoptère, du grec omnitos, oiseau, et ptéron, aile. Le battement des ailes n'est pas assuré directement par les bras humains trop faibles, mais par un système de pédales, de leviers et de poulies. Hélas, le poids des matériaux de l'époque interdit tout vol. La machine reste à l'état de croquis. Dans ses carnets, le maître italien imagine ainsi plusieurs engins volants, comme une vis aérienne, ancêtre de l'hélicoptère, une sorte de deltaplane ou encore le parachute. Les choses ne progressent pas beaucoup jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. En novembre 1783, à Paris, les frères Joseph, Michel et Jacques-Étienne Montgolfier font voler 3 passagers, un coq, un mouton et un canard, dans un ballon gonflé à l'air chaud, qui est plus léger que l'air ambiant. Grâce à cette montgolfière, les Parisiens assistent au tout premier vol habité de l'histoire. Mais il faut distinguer, tout appareil qui s'élève et se déplace en altitude est un aéronef. Il en existe 2 types, les aérodynes et les aérostats. Un aérodyne est un appareil plus lourd que l'air comme l'avion, l'hélicoptère ou le cerf-volant. Il évolue en l'air grâce en produisant une force dynamique. A l'inverse, un aérostat, comme la montgolfière ou le dirigeable, est plus léger que l'air et utilise une force statique, la poussée d'Archimède, pour se maintenir en l'air. Le 19e siècle est le siècle de la révolution industrielle. Une période faste pour les inventeurs de machines volantes. Presque chaque vol est une première ou une tentative de record. Un peu plus vite, un peu plus loin, un peu plus haut, voici quelques-uns de ces pionniers de l'aviation. George Cayley, inventeur de génie, cet Anglais est le premier à comprendre l'importance de la poussée et de la portance. Dès 1843, il propose de combiner des ailes fixes pour élever l'aéroplane avec un moteur pour le propulser vers l'avant. Mais à son époque, c'est impossible. Les moteurs à vapeur sont beaucoup trop lourds et peu puissants.
En 1853, Cayley conçoit un triplan et s'élance du haut d'une colline. Il glisse dans l'air ainsi sur 200 mètres et devient le premier à voler dans un planeur. Clément Ader, cet ingénieur français, construit l'éole, une machine qui ressemble à une chauve-souris propulsée par un moteur à vapeur. En 1890, près de Paris, l'éole parcourt 50 mètres à une altitude de 20 cm. C'est peu, mais le moteur n'est pas assez puissant pour maintenir l'engin en vol. Et même s'il le pouvait, le pilote ne contrôle pas grand-chose. Il n'a pas de gouvernail, pas de queue pour l'équilibre de son appareil. Mais n'empêche, c'est la première fois qu'une machine plus lourde que l'air s'arrache du sol grâce à son moteur. Otto Lilienthal, dès 1889, cet Allemand construit des planeurs avec lesquels il effectue des glissades aériennes, du haut de petites collines. Ces appareils sont des voiles fixes sur des armatures en bois. Il se tient par les bras et dirige son engin par balancement du corps, un peu comme sur un deltaplane aujourd'hui. Lilienthal fait des milliers d'essais et travaille sans relâche sur le profilage des ailes et sur des planeurs. En août 1896, il s'écrase et meurt près de Berlin. Premier vrai pilote, Lilienthal est aussi le premier homme photographié en vol. Orville Wilbur Wright, influencé par Lilienthal, ces deux frères américains réalisent des centaines de glissades en planeur entre 1900 et 1902. Les frères Wright modifient les ailes de l'appareil et l'équipent d'un gouvernail de direction et d'un gouvernail de profondeur. Bientôt, ils ajustent un petit moteur à essence dans leur fabrication. Et ça fonctionne. Le 17 décembre 1903, sur la plage de Kitty Hawk, en Californie du Nord, Orville Wright réalise à bord du Flyer le premier véritable vol d'un avion à moteur. Le moment est historique. Dans la foule, Wilbur Wright réalise le vol le plus long de l'histoire, 59 secondes. Les frères Wright ouvrent la voie à toute une génération de pilotes aventuriers qui construisent souvent eux-mêmes leur avion à moteur. Voler reste un exploit, et pour mieux connaître leurs appareils, les pilotes les poussent jusqu'à leur extrême limite. Pour voler, un avion compose avec 4 forces: la poussée, la traînée, la portance et la gravité. Afin de s'élever, l'appareil doit s'arracher à la gravité, force qui l'attire vers le sol. Pour que l'air soulève les ailes et lui donne de la portance, il faut de la vitesse. Le rôle du moteur est d'actionner les hélices, donnant ainsi à l'avion sa propre force d'accélération. La poussée est atténuée par la résistance de l'engin à l'air, qui le ralentit, c'est la traînée. On peut réduire cette résistance à l'air en donnant à l'appareil une forme aérodynamique qui optimise son glissement dans l'air. Certains payent cher de leur vie cette témérité, comme Hubert Lantham, qui meurt en 1912 au cours d'une expédition en Afrique. Après avoir battu de nombreux records d'altitude, de vitesse, de distance et d'endurance, en juillet 1909, ce passionné d'aviation échoue 2 fois à traverser la Manche à cause des ratés de moteur. Quelques jours après, le 25 juillet, Louis Blériot y arrive. Il atterrit sur la côte anglaise après 37 minutes de vol depuis Sangatte. En 1913, un célèbre pilote dont vous avez certainement entendu déjà le nom, Roland Garros, réalise la première traversée de la Méditerranée entre Fréjus et Bizerte en Tunisie. Lorsqu'il se pose après 8 heures de vol, il ne lui reste plus que quelques litres d'essence. Les femmes participent aussi activement à la conquête du ciel. En 1910, la Française Elisa de Roche est la première à décrocher son brevet de pilotage. En 1912, Harriet Quimby, une Américaine, devient la première femme à traverser la Manche en avion. 20 ans après, sa compatriote Amelia Earhart fait de même au-dessus de l'Atlantique.
En 1930, Laura Ingalls est la première femme à traverser les États-Unis en avion d'est en ouest, puis 4 ans plus tard à survoler la cordillère des Andes. C'est un constat triste, mais c'est la réalité. Les conflits militaires permettent de réaliser des progrès fulgurants. Quand éclate la Première Guerre mondiale en 1914, les aéroplanes sont principalement utilisés pour la reconnaissance. Mais très vite, on se sert de l'aviation pour larguer des projectiles sur l'ennemi. C'est le pilote qui lance à la main de petites bombes par-dessus bord. Le champ de bataille est maintenant en 3 dimensions, et cela change tout. Les avions se perfectionnent, le métal remplace peu à peu le bois et la toile des débuts. Plus résistants, les appareils peuvent désormais effectuer des manœuvres qui mettent la structure à rude épreuve, comme des loopings, des tonneaux ou des piquets. Le plus célèbre des aviateurs de la Première Guerre mondiale est Manfred von Richthofen, le célèbre Baron Rouge. Après la Première Guerre mondiale, les moteurs des avions sont bien plus légers, puissants et robustes. Il est maintenant possible de couvrir de grandes distances et une nouvelle génération de pilotes contribue ainsi à rendre la planète plus petite. Très vite, on utilise les avions pour acheminer le courrier plus rapidement. Dès 1918, la compagnie Latécoère, basée près de Toulouse, se spécialise dans le transport postal vers les colonies et le reste du monde. Devenue Compagnie Générale Aéropostale, elle disparaît en 1933. L'aéropostale a vu passer quelques pilotes célèbres comme Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. En 1919, embarquement immédiat pour les passagers d'un vol commercial. Une ligne Paris-Londres est ouverte, mais chaque vol ne peut embarquer que 4 voyageurs. Au début, on réutilise des bombardiers de la Première Guerre mondiale, mais bientôt des constructeurs se spécialisent dans les appareils dédiés au transport de passagers. En 1927, à bord du Spirit of Saint-Louis, l'Américain Charles Lindbergh, surnommé l'Aigle solitaire, traverse pour la toute première fois l'océan Atlantique sans escale. 33 heures de vol entre New York et Paris sans dormir. À son atterrissage au Bourget, à Paris, une foule immense l'attend pour acclamer le héros. En Europe et aux États-Unis, cette période est aussi l'âge d'or des dirigeables, dont le premier modèle à moteur date des années 1880. Comme les avions, ces ballons qui transportent des passagers sont munis de moteurs et d'hélices. Problème, ils sont gonflés à l'hydrogène, un gaz très inflammable. Le 6 mai 1937, un dirigeable allemand, le Hindenburg, prend feu non loin de New York. Le bilan est terrible. 35 voyageurs périssent. Cette catastrophe entraîne la fin des vols commerciaux en dirigeable. Dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances intensifient leurs recherches en aéronautique. Les matériaux de construction se perfectionnent. On crée des trains d'atterrissage rétractables, des volets mobiles sur les ailes qui permettent d'augmenter la portance et donc la sécurité. Pendant les 6 années de guerre, chaque camp se bat pour dominer le ciel. Sa maîtrise est cruciale pour le repérage, le bombardement d'objectifs ou encore le parachutage d'hommes ou de matériel. À la fin du conflit, les réacteurs remplacent peu à peu les hélices, avec les moteurs à réaction, qui transforment l'énergie continue dans le carburant en poussée. Les avions atteignent des vitesses jamais vues, jusqu'à 900 km. Avec les progrès réalisés dans la propulsion grâce aux réacteurs, il devient possible de construire de gros avions capables de transporter des dizaines de passagers sur plusieurs milliers de kilomètres. Les constructeurs aéronautiques, très nombreux avant-guerre, fusionnent peu à peu pour former de grands groupes. Boeing, Lockheed Martin aux États-Unis, Airbus en Europe à partir de 1970. Ils conçoivent et assemblent des avions de ligne qui volent à 10 000 mètres d'altitude à plus de 900 km. Certains sont restés mythiques, comme le Boeing 737, Constellation, Caravelle, etc.
Le transport aérien se développe au point de devenir accessible au plus grand nombre dès les années 70. L'augmentation du nombre de voyageurs entraîne la construction d'aéroports de plus en plus vastes. Depuis 1950 et encore aujourd'hui, le nombre de passagers transportés dans le monde double tous les 15 ans. Il apparaît véritablement après 1945, d'abord utilisé par les militaires. L'hélicoptère est aujourd'hui indispensable lorsqu'il s'agit de livrer du matériel ou de secourir des gens en détresse dans les zones difficiles d'accès. C'est sa voilure tournante, le rotor, qui lui permet de se soulever et de se propulser. Avec son nez conique et son aile delta, le Concorde est reconnaissable entre mille. Fruit d'un partenariat entre la France et la Grande-Bretagne, il devient au tout début des années 70 le premier avion de ligne supersonique. En soi, faire voler un avion en 2 fois la vitesse du son n'est pas un exploit. De nombreux avions militaires le font depuis longtemps. La vraie nouveauté, c'est d'être arrivé à maintenir cette vitesse pendant plusieurs heures pour assurer des vols civils. Les voyages très coûteux sont réservés à une clientèle fortunée, mais peu nombreuse. Trop difficile de les rentabiliser dans ces conditions. L'avion mythique est retiré du service en 2003. Point final, peut-être pas. Car au début de 2019, une société américaine affirme vouloir relancer un avion supersonique pour des vols commerciaux. De nos jours, la priorité n'est plus à la vitesse, qui reste autour de 900 km. On construit surtout des avions plus sûrs, aux rayons d'action plus longs et plus économiques en carburant. Avec plus de 30 millions de vols par an et 3,5 milliards de passagers transportés, l'activité aérienne a en effet des conséquences négatives sur l'environnement. Pour le futur, les ingénieurs travaillent sur des avions non polluants, dont les moteurs ne seront plus propulsés par du kérosène, mais par de l'électricité générée par des panneaux solaires ou des piles à combustible. Ces premiers avions propres de nouvelle génération pourraient voler dès les années 2030. La conquête pour un ciel plus bleu ne fait que commencer. Comme on l'a vu, en 1783, le premier voyage dans les airs a été accompli à bord d'un ballon gonflé d'air chaud, conçu par les frères Montgolfier. D'autres vols, si par vol on entend flotter dans les airs, ont été réalisés ensuite par d'autres en utilisant de l'hydrogène. Dans les 2 cas, les objets volants étaient plus légers que l'air, ce qui a permis à l'homme de s'élever dans les cieux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.